Dr. André Moussin a complété sa formation médicale à l'Université de Montréal et est un spécialiste en médecine interne avec un intérêt en médecine vasculaire où il a fait sa formation à l'Université d'Iowa. Il a été pendant de nombreuses années impliqué au niveau du laboratoire vasculaire à l'hôpital Notre-Dame et a participé à différentes élaborations de résumés, d'articles, de chapitres de livres en médecine interne, en médecine vasculaire. Et actuellement, il est le vice-président de Thrombose Canada. Il est aussi le président sortant et secrétaire trésorier de la Société des sciences vasculaires du Québec. Donc, le Dr Moussin, dans la prochaine 40 minutes, va nous interpréter un petit peu sur le cancer et les anticoagulants. Merci beaucoup, Carl. Alors, merci aux organisateurs de m'avoir invité à parler d'un sujet qui a été de nombreuses fois présenté, que je vais survoler d'une façon un peu différente et, si possible, de façon très pratique. Alors, je vais aborder dans un premier temps la prophylaxie primaire, c'est-à-dire chez les patients qui ont un cancer, chez qui on prévoit en général la chimiothérapie, lesquels de ces patients-là pourraient bénéficier d'une anticoagulation prophylaxique pour prévenir une première thrombophlébite. Donc, rajouter un médicament à ce qui est déjà prévu. Et il y a de la littérature récente à cet effet. Ensuite, on va revoir, mais de façon globale, la meilleure anticoagulothérapie à considérer selon le type de cancer en général. Donc, on parle ici de prophylaxie secondaire, comment on traite une thrombophlébite établie. Finalement, je vais aborder différents problèmes de façon la plus simple possible, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait quand il y a des récidives, des saignements, une thrombopénie, une insuffisance rénale, des thromboses intracrâniennes ou des thromboses incidentielles, des cathéters, des antiplaquettaires. Ce n'est pas thrombose intracrânienne, c'est tumeur intracrânienne, je m'excuse. Interaction médicamenteuse. Je vais terminer en parlant un peu de façon pratique comment utiliser les codes de la RAMQ pour s'en tirer avec les patients. Cette diapositive résume mes conflits d'intérêt potentiels. Je suis adviseur pour l'INES. Je suis des fonds de recherche récemment des instituts de recherche en santé du Canada pour des thérapies endovasculaires veineuses. Ça n'a pas de rapport. La plupart de mes conférences, sinon l'entièreté, sont toutes des conférences accréditées par des universités en général. Mais une chose à remarquer, c'est que je ne suis pas oncologue. Alors, bien entendu, soyez indulgents avec moi pour ce qui est du détail, en particulier en lien avec les nouvelles chimiothérapies et immunothérapies. Je ne suis pas un oncologue. Donc, il y a des facteurs de risque pour une première thromboembolie veineuse qui dépendent du patient. Tout simplement d'être évidemment plus âgé augmente le risque de thrombophlébite. C'est vrai pour la maladie thromboembolique en général. Et certaines ethnies, comme par exemple les ethnies de couleur, ont plus de risque thromboembolique. De même que les patients qui sont obèses, c'est un autre facteur de risque qui s'ajoute. Quand il y a des maladies incidentielles qui augmentent l'inflammation chez un patient ou l'immobilisation, eh bien, il y a un risque thromboembolique qui va se surajouter et augmenter les risques qui est relié au cancer lui-même. Bien sûr, on sait depuis longtemps, puis on va le voir succinctement dans quelques instants, qu'il y a certains cancers qui sont plus thrombogéniques que d'autres et même le sous-type histologique entre en ligne de compte. Mais finalement, puis on va voir ça succinctement aussi, certains types de chimiothérapie sont associés avec un risque augmenté de thromboembolie. La pose de cathéter, des PICC lines, c'est un classique. Mais les thérapies de support, ne serait-ce que de transfuser les patients ou de leur donner des plaquettes, augmentent le risque de saignement en augmentant transitoirement la coagulation sanguine. Ce que l'on sait depuis longtemps, c'est que certains cancers ont un risque augmenté de thrombophlébite. Et par exemple, si on regarde ici l'incidence reliée sur une période de 12 mois de thromboembolie, on constate que les cancers du pancréas, c'est bien évidemment, ça, c'est pas nouveau. Mais regardez l'incidence, c'est 20 dans cette série-là du Dr. Corona de Cleveland. Et le poumon est un cancer qui est aussi assez thrombogénique, comme le cancer de l'ovaire. Finalement, ensuite, il y a le colorectal, le vessie et autres. On n'a pas ici, malheureusement, les gliomes. J'ai cherché un pourcentage annuel, je n'en ai pas trouvé, mais les gliomes seraient probablement peut-être même pires que les pancréas. Donc, les tumeurs intracrâniennes primitives sont très thrombogéniques aussi. Dr. Corona est un chirurgien qui est mondialement connu pour son implication dans la recherche thromboembolique reliée au cancer, il travaille à Cleveland et son score qu'il a établi de nombreuses années
qui a été un petit peu modifié, comme vous allez le voir. Modifié, c'est ce qui est en guillemets, pas nécessairement guillemets, mais penché. Ça influence énormément donc le site de cancer, le score. Par exemple, les pathologies à haut risque, initialement, dans le score initial du docteur Corona, il y avait le pancréas et l'estomac. On va maintenant rajouter le gliome dans la plupart des publications. C'est difficile de dire quand est-ce qu'on va rajouter les gliomes dans la littérature. Par la suite, à haut risque, qui donne un score de 1, on a le poumon, lymphome, gynécologique, rénal, vessie, testicule, puis là, on rajoute le myélome. Certains pourraient même penser que dépendamment du traitement, le myélome, on pourrait le mettre dans le très haut risque, mais anyway, ça donne un risque de 1. Après ça, c'est extrêmement facile. La beauté de ce score-là, c'est des plaquettes élevées, des leucocytes élevés, une anémie et l'obésité sont tous des facteurs extrêmement faciles à rechercher. Donc, de calculer le score de Corona, ça se fait littéralement par cœur. Et on va considérer que le risque est faible, bien entendu, si le risque est 0. Le risque intermédiaire, c'est 1 à 2. Le risque plus grand ou égal à 3, c'est un risque très élevé. Mais dès le score de plus de 2, alors si on y va de façon dichotomique, la partie inférieure de la diapositive vous démontre que pour un score inférieur à 2, le risque annuel de thromboembolie veineuse ne dépasse pas autour de 4 %, alors qu'en haut de 2 ou 2 et plus, là, le score augmente vraiment. Et c'est ce score-là qui est utilisé dans les études modernes pour la prévention, c'est-à-dire on va inclure dans les 2 études qu'on va survoler tout à l'heure, on va inclure des patients qui ont des scores de Corona de 2 et plus, donc c'est extrêmement facile si on revient en arrière. Un patient qui est à très haut risque, estomac, pancréas, il score d'emblée 2. Mais un patient qui a à peu près n'importe quelle autre sorte de cancer à haut risque, si on lui rajoute l'obésité ou si on lui rajoute un seul facteur hématologique, atteint déjà le 2. Donc, ça fait quand même une assez bonne proportion des patients qui peuvent se qualifier peut-être pour une prévention primaire basée sur le score de Corona. Maintenant, la chimiothérapie, je mentionnais il y a quelques instants, c'est une littérature que j'ai revue, que j'ai très librement adaptée. J'ai pris une foule de choses, je vous ai toutes résumées ici. Et puis, il y a beaucoup de types de chimiothérapie qui sont associés à des risques de cancer. Je vais peut-être commencer par la dernière, parce que l'immunothérapie est très à la mode, parce que c'est nouveau et c'est très efficace. Or, il y a pour l'instant très peu d'événements thromboemboliques, si même il y en a. Donc, ça, c'est intéressant. Pourtant, c'est une thérapie où on peut stimuler l'immunité. Et puis, curieusement, pour l'instant, il ne semble pas y avoir de risque thromboembolique associé à ça. Par contre, à peu près n'importe quel autre type de chimiothérapie peut avoir un risque un peu augmenté, pas nécessairement tant que ça. Là, les rapports de cote, ou si vous voulez, les risk ratios, peu importe comment on regarde les chiffres, voyez-vous, ici, on a des facteurs, ça part de 1, 1,1, ça va des fois jusqu'à 3 pour les stéroïdes, ce qui est peut-être exagéré. Les agents érythropoïétiques, ce n'est pas de la chimio, c'est de l'érythropoïétine. Mais ça augmente la coagulation sanguine par la concentration des globules rouges, si vous voulez, mais ça augmente un peu. Ce n'est pas nécessairement la fin du monde. C'est rare qu'on va plus que doubler avec la chimiothérapie. Il y a même des anticorps comme les monoclonaux anti-angiogéniques où le risque relatif recoupe l'unité. Donc, certaines chimiothérapies vont augmenter le risque de cancer. Mais le type de cancer à la base est plus important que la chimiothérapie que le patient va recevoir à la limite. Ce qui m'amène à vous résumer les 2 études majeures à considérer qui ont été publiées par nos collègues, dont des collègues canadiens dans New England simultanément l'année passée. Ils ont été revues de nombreuses fois, donc je vais juste tirer l'essentiel. Donc, il y a l'étude avec l'apixaban, l'étude AVERT et l'étude avec levévaroxaban, l'étude Cassini. Alors, si on regarde le design de l'étude en utilisant le modèle PICO, là, P pour population, I pour intervention, C pour comparatif, puis O pour outcome ou issue, parce que je vais faire la même chose pour toutes les études. Ça nous permet de mieux les comparer. Dans l'étude Cassini, où on a proposé à des patients du levévaroxaban, il y avait 841 patients. Et cette population, c'est un score de Corona plus grand ou égal à 2. L'intervention, c'était du levévaroxaban à la dose orthopédique, c'est-à-dire 10 mg une fois par jour. Il y a un code de la RAMQ pour ça, mais c'est 2 semaines pour le genou, 4 semaines pour la hanche. Le 10 mg, il n'est pas approuvé pour cette indication-là, mais c'est la dose qui a été sélectionnée. Le comparatif était un placebo.
Et les issues qui ont été étudiés étaient les épisodes composés de thrombophlébite proximale ou embolie pulmonaire ou thrombophlébite symptomatique du membre supérieur ou symptomatique de la jambe et le décès par thromboembolie veineuse. Puis on a aussi regardé en termes d'issues de sécurité les segments majeurs selon les critères de l'ISTH. Et il y avait un petit peu de tout ici, sauf qu'il n'y avait pas de cancer primaire du cerveau ou de cancer métastatique par crainte d'un segment potentiel, de telle façon qu'on a ici une sélection où il y a beaucoup de cancers du pancréas, comme vous le constatez. Sur la troisième ligne ici, il y a aussi une bonne représentation. Le 5e des patients avait des cancers gastriques. Il y avait peu de cancers génito-urinaires, 15 à 20 du poumon, de cancer du poumon et d'autres. Donc, c'est une assez bonne population, mais pas de cancer du cerveau. Et qu'est-ce que ça a donné succinctement? C'est que l'ivaroxaban, par rapport au placebo, sur le suivi d'à peu près 180 jours, donne une réduction des événements de 8,8 à 6,6 %. Donc, un rapport de code de 0,66. Mais la diminution a surtout été remarquée chez les patients qui ont réellement pris de la médication, c'est-à-dire donc, il n'y a pas eu d'interruption, parce que dans ce type d'étude, il y a beaucoup d'interruptions d'anticoagulants. Et quand les patients prenaient la médication, bien, la réduction est plus marquée et devient statistiquement significative. Et l'intervalle de confiance ne recoupe plus d'unité. Donc, on a une réduction des événements de 6,4 % sur une demi-année à 2,6 %. Donc, une réduction grossièrement de moitié. Le taux d'arrêt dans cette étude-là est très, très, très élevé, 50 %, ce qui explique dans la diapositive précédente, vu le nombre d'arrêts de traitement, qu'on n'atteint pas un chiffre significatif, même s'il y a une baisse visible sur les graphiques. Donc, dans cette étude, on a aussi regardé, après l'efficacité, évidemment, la sécurité. Et ici, il n'y a pas de différence. En fait, il y avait relativement peu de segments. Si on regarde les pourcentages de patients et le nombre absolu de patients, les chiffres sont très faibles. Donc, ce n'est pas vraiment extrêmement informatif, mais il n'y avait pas d'évidence d'augmentation de segments par rapport au placebo avec le rivaroxaban à la dose préventive de 10 mg. L'étude apixaban, elle, a été étudiée avec l'apixaban à la dose, encore là, préventive orthopédique de 2,5 mg 2 fois par jour chez des patients avec un score de Corona supérieur à 2, donc une population semblable, le comparatif étant encore le placebo, et avec des outcomes, donc dans le PICO, à peu près semblables. Donc, des études qui se comparent assez bien, sauf qu'ici, on a inclus des tumeurs intracrâniennes, mais je conviens qu'il n'y en avait pas beaucoup. Mais il y en avait quand même quelques-uns, et il décide de ne pas les exclure. Peu de cancer de la vessie, donc c'est difficile d'évaluer les segments génito-urinaires dans cette population-là. D'ailleurs, dans l'étude AVERT, les études de... Non, je m'excuse. J'arrête le commentaire ici. Et on va regarder ici les issues primaires d'efficacité où on note que par rapport au placebo, là, c'est des courbes de Kaplan-Meier, donc c'est différemment présenté, mais on a une baisse des événements, si vous voulez, de 10 % d'événements sur une période similaire d'une demi-année à 4,2 %, donc une réduction de moitié des thrombophlébites. En termes de sécurité, pas de différence de segment entre l'apixaban et le placebo, avec des segments qui sont en fait très bas, 1 par rapport à 2 %, donc ce n'était pas statistiquement significatif. Une étude intéressante, une méta-analyse plus récente qui a été publiée dans le Journal of Thrombosis et Hémostasis, est allée regarder les sous-groupes en fonction de la sévérité. Et c'est intéressant de remarquer que plus les patients ont un score de Corona élevé, bien entendu, le risque d'événement est plus grand, mais le bénéfice est plus grand aussi. Et donc, le bénéfice, la différence absolue d'événements, regardez le bénéfice, si on regarde la différence absolue d'événements, c'est 6 % et le taux de segment est de 1,42. Donc, on a un bénéfice de presque à peu près 4 pour 1, qui est plus important que le bénéfice
absolu pour les gens qui ont un score de Corona un peu plus bas. Donc, on a moins de protection d'événements, mais on a quand même un bénéfice par rapport au segment. Un Corona de 2, c'est moins qu'un Corona de 3. Et on a un bénéfice de, si vous voulez, encore 3 contre 1. Morale très simplifiée de cette méta-analyse, plus le patient a un cancer sévère, plus le bénéfice de la prévention est obtenu, ce qui est un petit peu le gros bon sens. Plus le patient est malade, plus il va bénéficier. C'est que quelles sont les recommandations des organismes officiels qui ont résulté de ces 2 grandes études? D'abord, il y a celle de ASCO, qui est probablement la référence principale majeure, publiée en 2019, où on recommande d'éviter une prophylaxie de routine pour l'ensemble des patients ambulatoires. Mais que si les patients ont un score de Corona supérieur ou égal à 2, l'apixaban ou le rivaroxaban ou encore les héparines à bas pas moléculaires, en l'absence de risque de segment ou d'interaction médicamenteuse, devraient être considérés avec le patient en fonction des avantages et des bénéfices, les risques étant une augmentation très minime des possibilités de segment, mais aussi en fonction du coût et donc où demeure le patient puis du remboursement de la RAMQ. J'y reviendrai plus tard. Le niveau d'évidence est devenu intermédiaire à élevé parce qu'on a 2 très bonnes études. C'est une force de recommandation qui est intermédiaire. Où ça se complique énormément, c'est la littérature sur le myélome multiple qui reçoit la thalidomide ou de la linalidomide avec chimio, avec ou sans dexaméthasone, mais plutôt avec. Où là, c'est une littérature un peu plus ancienne où on recommande plutôt aspirine ou héparine à bas pas moléculaire pour les bas risques, une héparine à bas pas moléculaire pour les hauts risques. Ces patients-là n'ont pas été inclus dans les 2 études que je vous ai démontrées. Cependant, une autre recommandation du sous-comité des standards de l'ISTH 2019, donc l'autre grande autorité en thromboembolie veineuse, recommande des anticoagulants oraux directs, donc l'apixaban et le rivaroxaban, et de les donner pendant, ici ce rajout, pendant au moins 6 mois, 6 mois même après l'initiation de la chimiothérapie pour les gens qui veulent avoir une idée de la durée puis du monitoring. Et qu'on devait monitoriser les plaquettes et le risque de segment pendant cette anticoagulation préventive si elle est proposée par le patient. Mais on peut aussi, chez certains patients à haut risque, considérer une héparine à bas poids moléculaire. Plus récemment, par le NCCN 2020, il y a une autre considération, puis ici, on revient encore avec l'apixaban et le rivaroxaban, mais on ouvre la porte à utiliser l'apixaban dans le cas du myélome. Mais il n'y a pas de publication à cet effet que j'ai pu retrouver. Mais c'est la seule place où, pour le myélome, au lieu d'aspirine et des héparines à bas pas moléculaires, on recommande tout d'un coup un anticoagulant oral direct. Le problème avec le NCCN, c'est très connu, c'est un National Comprehensive Cancer Network. Et je suis allé sur leur site web de chercher. C'est 30 centres américains reconnus, évidemment. Si vous voulez connaître les meilleurs centres d'oncologie aux États-Unis, c'est eux autres. Sauf que ce n'est pas publié. Alors, il n'y a pas de peer review comme l'ISTH ou comme ASCO 2019, où les recommandations sont revues par des comités de pairs et publiées dans, ici, Journal of Clinical Oncology ou encore dans JTH, qui font bien entendu autorité. Alors, le NCCN 2020 est peut-être plus récent. C'est la même chose, mais la validité scientifique est moins solide. C'est plus des opinions de super experts. Finalement, après avoir donc revu avec vous la prévention primaire et avoir sélectionné potentiellement des patients chez qui on peut proposer le traitement, on peut revoir ensemble une littérature qui est maintenant assez bien connue, c'est quel est le meilleur traitement moderne pour les thrombophlébites avérés ou les embolies pulmonaires en présence de cancer. Et là, on va revoir très succinctement le comparatif. La meilleure étude qui a jamais été faite dans le cancer, c'est celle d'Agnostic qui est maintenant à Vancouver. L'étude CUA, qui maintenant, le temps passe vite, c'était publié en 2003. Puis si on regarde Pico, ce qu'elle a fait, c'est vraiment important parce que c'est le comparatif. On a donné de la daltéparine fragment, si vous voulez, 200 unités par kilo pendant 1 mois. Après ça, une dose réduite à 75 %, c'est-à-dire 150 unités par kilo pendant 5 mois. L'idée initiale de ça,
c'est que les patients avec cancer saignent plus. L'idée, c'était d'essayer de diminuer les saignements. Ça n'a pas marché. Les patients saignaient autant, mais c'était l'idée initiale. Tout le monde se demande pourquoi le 150. Bien, c'était ça. L'idée, c'était d'essayer de réduire les saignements chez des patients cancéreux. Et là, on interrompait si les plaquettes étaient en bas de 50 et on prenait des doses plus basses si les patients, s'il y a très peu de patients comme ça, entre 50 à 100 plaquettes. Le comparatif à l'époque, c'était le Coumadin. Un Coumadin qui a un INR cible de 2,5, mais de 2,0 si les plaquettes étaient un peu abaissées. C'était très simple comme outcome, puis c'était très, très, très clair. C'était le premier épisode de thrombophlébite symptomatique. Et récurrente après le premier épisode, puis le outcome, c'est le segment majeur, tout simplement. Donc, c'est extrêmement clair. Et il y avait une belle représentation de patients avec maladies métastatiques, donc c'était des patients très malades et beaucoup de patients sous chimiothérapie. Comme vous voyez, pas loin de 700 patients et le 2/3 des patients étaient sous chimiothérapie, avec des cancers, comme vous le voyez à droite ici, de l'aire colorectale, du tractus génito-urinaire, puis il y avait du cerveau, une très belle population qui peut servir de comparatif. Donc ça, c'est l'étude mère. Et vous le savez tous, c'est la raison pour laquelle, depuis une quinzaine d'années, on prescrit plutôt des anticoagulants oraux directs que de la warfarine, c'est que c'est 2 fois mieux, il y a 2 fois moins de récidives d'événements, il n'y a pas de différence dans les segments majeurs. C'est pour ça qu'il y a eu un shift partout dans les pays sur la planète qui peuvent se payer des anticoagulants oraux directs, de la warfarine jusqu'aux nouveaux AOD, qui coûtent 3 $ par jour, par rapport à la warfarine qui coûte 10 sous. Raison pour laquelle, dans de nombreux pays, la warfarine va quand même être le premier traitement. Il y a plusieurs méta-analyses qui ont été faites suite aux nombreuses publications des anticoagulants oraux directs par rapport aux héparines à voie pas moléculaire. Il y en a 2 en particulier que j'ai retenues. Celle-ci qui a été publiée tout récemment dans Research and Practice on Thrombosis Hémostasis avait une validité méthodologique très bonne et regroupe la daltéparine, le rivaroxaban et l'apixaban dans les études OCU-16, SELECT, Adam VTI et Caravaggio qui a été publié beaucoup plus récemment. Donc, on n'a pas tous les résultats. En particulier, on n'a pas encore les résultats des sous-groupes. Puis, très succinctement, on constate que par rapport aux héparines à bas poids moléculaire, les anticoagulants oraux directs sont au moins aussi efficaces, voire dans l'étude Adam VTI, peut-être un peu plus efficace, mais l'étude avec l'apixaban nous démontre une réduction approximative de 30 %. Si on regarde l'ensemble de l'efficacité des anticoagulants oraux directs, on a une baisse des événements de 40 %, ce qui est intéressant. Et on n'a pas une augmentation significative des segments, en particulier avec l'étude la plus récente Caravaggio avec l'apixaban. On note qu'il n'y a pas d'augmentation du risque de segment. Mais quand même, en raison des segments digestifs qu'on va voir dans quelques instants, pour l'ensemble des cohortes qui incluent des patients avec cancer digestif et génito-urinaire, un anticoagulant oral direct risque d'entraîner plus de complications hémorragiques. Ça va se refléter dans les guidelines. Pour ce qui était des segments non majeurs cliniquement significatifs, il y a un avantage aux héparines à bas poids moléculaire par rapport aux AOD, et ceci reflète les segments digestifs. Et vous voyez ici, si on regarde le dosage, ce qui est le plus important, puisque c'est une méta-analyse, on a une augmentation d'à peu près 60 %. Mais en termes de mortalité, pas de différence. Donc, l'idée de traiter les patients pour thromboembolie veineuse, bien entendu, c'est d'empêcher les complications de ce côté-là. Mais est-ce que ça change la mortalité? Non. L'arrêt prématuré des médicaments peut arriver souvent chez cette clientèle-là qui est très particulière et qui a beaucoup d'interventions, des biopsies, des interactions médicamenteuses. Ça fait que, il y a un petit peu plus de risque d'arrêt de traitement avec les AOD, mais ce n'est pas tellement important cliniquement. Si on essaie de voir les sous-groupes en termes d'efficacité, on va prendre les cancers digestifs. Malheureusement, on n'a pas encore le sous-groupe important de l'étude Caravaggio. Ça va sûrement sortir à la fin de l'automne ou au début de l'année, puisque Caravaggio, l'étude principale, est déjà publiée. Et ce que l'on constate, c'est que si
on prend les segments non digestifs, il y a peut-être une petite augmentation ou un petit avantage aux héparines à bas moléculaires, mais c'est surtout dans le cas des cancers GI, des cancers gastro-intestinaux, que là, il y a une augmentation du risque de segment. Une deuxième méta-analyse, mais qui trouvait qu'ici qu'il y avait un biais parce que ce n'est pas des études qui sont à double insu. On le sait quand on est injecté, puis on n'a pas eu des placebos par injection. Mais je n'aime pas trop cette étude-là. Je vous la donne parce que c'est quand même la plus récente, c'est une des plus grosses, c'est Thrombosis Research, qui est une des deux plus grandes revues en thrombose veineuse. Mais je trouve qu'ils sont trop sévères parce qu'il y a eu un blinding des issues dans l'étude. Donc, en ce qui me concerne, c'est pas vrai que les études sont pas bonnes. Les études sont bonnes. Mais la raison pour laquelle je vous la présente, c'est parce qu'elle s'est intéressée à des choses qui n'étaient pas dans la méta-analyse précédente. Parce qu'on, par exemple, départager la thromboembolie veineuse de l'embolie pulmonaire, pour prendre ce premier exemple. Puis, l'ensemble des thromboembolies veineuses, on l'a vu tout à l'heure, vont mieux avec les anticoagulants oraux directs si on prend toutes les études. Mais si on essaie de dichotomiser, on ne devrait peut-être pas, mais si on prend les sous-groupes, l'effet semble un peu plus grand sur la thrombophlébite que sur l'embolie pulmonaire. Comme vous voyez, l'intervalle de confiance recoupe l'unité. Et là, on est en train de faire une étude de sous-groupe. Mais si quelqu'un se demande, est-ce qu'on prévient tous les événements? Oui, on semble prévenir un peu mieux les thrombophlébite que les embolies pulmonaires. C'est une maladie qui est regroupée sous le vocable de thromboembolie veineuse. Mais si on se pose la question, il y a peut-être plus de prévention thrombophlébétique qu'embolique. Mais ceci ne tient pas compte de Caravaggio et il est fort probable qu'en incluant Caravaggio, opinion personnelle non statistiquement encore validée, qu'il n'y ait pas vraiment de différence dans la diapositive précédente pour les embolies pulmonaires et les thrombophlébétiques. Mais le problème des segments est le suivant. Le problème des segments, c'est qu'avec les anticoagulants oraux directs, on augmente visiblement, on double grosso modo le risque d'hémorragie. On n'a pas encore, comme je l'ai dit, l'étude Caravaggio va peut-être améliorer cette statistique-là, je ne sais pas. Mais aussi, la raison pour laquelle je vous présente cette deuxième méta-analyse que j'aime moins, c'est que là, on va chercher les segments mais génito-urinaires. Et on constate que là aussi, il y a une augmentation des segments avec ce type de cancer. Et que pour les autres cancers, donc tout ce qui n'est pas gastro-intestinal et génito-urinaire, les méta-analyses à date ne démontrent pas de désavantage des AOV. Donc, quelle est l'approche globale pour la thrombophlébite associée au cancer? La première étape, ça, c'est la recommandation de notre collègue Marc Carlier à Ottawa dans Current Oncology, qui ressemble énormément aux recommandations de l'ISTH, etc., de l'ASCO. D'abord, c'est quel est le risque de saignement du patient, puis essentiellement le risque de saignement, bien sûr, est relié au patient lui-même, mais relié au type de cancer. Le cancer qui va saigner le plus, c'est le cancer gastro-intestinal, surtout gastro-intestinal supérieur. Bon. Alors, il y a ça. Il y a finalement le cancer de la vessie ou le cancer génito-urinaire qui est aussi plus susceptible de saigner, quoique c'est plus difficile de trouver ça dans les études. Donc, on regarde le risque de saignement du patient, le type de cancer, et est-ce qu'il y a des interactions médicamenteuses? Là, ça devient clairement plus complexe. Heureusement, on a tous des téléphones cellulaires. C'est extrêmement important de consulter soit votre pharmacien ou le téléphone cellulaire ou les deux pour voir s'il y a des interactions médicamenteuses avec celui des anticoagulants oraux directs que vous allez vouloir choisir ou proposer et la chimiothérapie que va recevoir le patient. Nos collègues hémato-oncologues le savent aussi parce qu'ils travaillent avec ça tous les jours. Personnellement, j'utilise mon téléphone et le pharmacien. Le choix de molécules va se faire entre donc, les héparines à bas pas moléculaires. Ça va être celle qui est utilisée dans votre centre, même si le classique, c'est le daltéparine. Il y a quand même des données cliniques avec l'enoxaparine, le Lovenox, puis il y en a aussi avec la tinzaparine, l'Inoep. C'est que vous allez être forcé, si vous voulez, à utiliser celui qui est dans votre milieu. Les trois molécules sont probablement assez équivalentes en termes d'efficacité. Ensuite, il faut suivre le patient, peu importe ce que l'on fait, et suivre, entre autres, les paramètres hématologiques chez des patients qui ont de la chimiothérapie avec potentiellement des baisses de plaquettes problématiques qu'on va
revoir dans quelques instants. Et finalement, le traitement peut être arrêté grossièrement 6 mois après que la maladie est stabilisée, que la chimiothérapie est terminée, que la radiothérapie est terminée, puis que la maladie n'est pas ni extensive ni métastatique. Donc, les durées de traitement, c'est à peu près 6 mois dans ces contextes-là où la maladie est contrôlée. Ce qui m'amène à voir maintenant les problématiques pratiques. Bon, les thrombophlébite distales, on parle ici toujours d'un contexte de cancer. Mais c'est la même conduite que pour une thrombophlébite proximale, puisque dans une population de cancer, il n'y a pas de différence dans le pronostic entre une thrombophlébite proximale et distale. C'est-à-dire que les p-values, il n'y a pas vraiment de différence. Par comparaison, une thrombophlébite du mollet ou une thrombophlébite fémorale chez un patient cancéreux, ça va être la même conduite. S'il y a une récidive sous anticoagulation, il n'y a pas réellement d'études qui concernent ça. C'est plus des opinions d'experts, mais les opinions ne sont pas différentes d'une conduite quand il y a une récidive, qu'il y ait ou non un cancer. Par exemple, s'il y a une récidive sous AOD, bien, une des possibilités est de changer pour un héparine à bas poids moléculaire. Si le patient est déjà sous héparine à bas poids moléculaire, c'est d'augmenter à la dose suivante ou à la 5 suivante. Puis d'augmenter, ça veut dire la dose de 20 à 25 %. Une option que j'ai trouvée un peu surprenante, c'est l'option d'un ITAC publiée dans l'Ancet Oncology l'année passée, c'est si le patient sous HBPM changer pour un AOD. Celle-là m'a un peu surpris parce que je l'ai retrouvée nulle part d'autre. Et finalement, on ne recommande pas de filtre dans la veine cave inférieure. Je ne serais pas surpris parce qu'il y a une augmentation des thrombophlébite sans effet sur l'embolie pulmonaire chez les patients cancéreux et sur la mortalité. Tout ceci va se retrouver facilement sur le site mis à jour annuellement de Thrombose Canada, parce qu'il y a une section cancer. Troisième problème pratique, les segments. Bien, c'est le même traitement que pour une thrombophlébite qui n'aurait pas de cancer. On peut, l'andexonate, pour ceux qui se posent la question, qui est l'antidote pour les anti-DISA que sont l'apixaban et les varoxaban ne sont pas disponibles au Canada, sont coûteux, nécessitent une première injection, puis ensuite une perfusion d'au moins 12 heures avec des dosages différents, selon qu'il s'agit du varoxaban ou de l'apixaban. Mais il y a une publication d'il y a 2 semaines dans le Journal of Thrombosis Hemostasis qui jette un froid complet là-dessus, puisque l'efficacité clinique ne semble pas au rendez-vous, même si les études initiales de phase 2 étaient prometteuses avec l'andexonate parce que ça corrigeait l'activité anti-DISA. Sur le plan clinique, ça ne fonctionne pas. Par conséquence, je serais assez surpris qu'avec cette étude qui est un pavé dans la mare, que ça soit soumis à Santé Canada et qu'on l'ait. Donc, est-ce qu'il y a un antidote pour l'apixaban et le varoxaban? Non, il n'y en a pas en ce moment. Ce qui fait que nos urgentologues prescrivent du Beriplex, c'est-à-dire du facteur 2,7,9,10 concentré, qui est la même molécule, le même, si vous voulez, produit que l'Octaplex qu'il y a partout ailleurs au Canada, pour les segments majeurs. Le rationnel derrière ça, c'est qu'on essaie tout simplement de noyer, si vous voulez, l'apixaban et des varoxaban avec un produit qui est fait pour le Coumadin, qui est fait pour la warfarine. Donc, c'est du off-label. Tous les urgentologues font ça. Les neurochirurgiens qui reçoivent des hémorragies intracellulaires sur anticoagulants, ils prescrivent par téléphone 4 ampoules de Beriplex avant même de voir le patient en salle d'urgence. C'est banal et tout le monde a un peu fait ça, mais le Beriplex, c'est pour du Coumadin. Là, vous voyez, je n'ai pas parlé du Praxpint, le dabigatran. Pourquoi? Parce qu'on n'utilise pas le dabigatran en cancer. Alors, je n'en parle pas. Que fait-on pour les thrombocytopénies? Alors là, il faut faire attention. Dans certaines études, de toute façon, les patients sont exclus au point de départ. Mais si les plaquettes tombent en bas de 50, pour le premier mois de traitement, on veut vraiment traiter la thromboembolie veineuse. Et donc, on va même suggérer de transfuser des plaquettes. Ça, ce sont des recommandations de Thrombose Canada. Le but, c'est de maintenir des plaquettes en haut de 50 et d'être capable de donner une pleine dose d'anticoagulation. Et même de considérer des transfusions si les plaquettes, des transfusions de plaquettes, 5 ou mieux encore 10 unités quand les plaquettes sont si basses, en bas de 20, et de suspendre l'anticoagulation tant qu'on n'a pas remonté un peu plus haut, parce que quand on tombe en bas de 20, voire en bas de 10, là, avec un anticoagulant, ça commence à être gênant.
Il y a une autre option, c'est de diminuer avec une héparine à voie pas moléculaire la dose de 50 si les plaquettes sont entre 20 à 50. Ça, c'est des recommandations dans Thrombose Canada qui n'ont pas de soutien important dans la littérature. C'est réellement plus des opinions d'experts sur comment s'en tirer. En gros, ça veut dire que si les plaquettes baissent vraiment et qu'on est dans le premier mois, bien, on transfuse des plaquettes. Dans l'insuffisance rénale, c'est moins problématique que ce l'était, puisqu'on sait que les héparines à voie pas moléculaire sont utilisables jusqu'à 30 ml/minute et la tinzaparine, dans sa monographie modifiée il y a quelques années, est correcte jusqu'à 20 ml/minute. Et qu'on n'a pas réellement besoin d'utiliser l'activité anti-10A, mais si on veut absolument l'utiliser, il faudrait viser un cœur qui ne dépasse pas 0,4 ml par millilitre. Pour ce qui est des anticoagulants oraux-directs, ça aussi, c'est moins problématique. C'est certain que c'est utilisable jusqu'à 30 ml/minute, mais comme le Dr Dupaul l'a montré tout à l'heure, le rivaroxaban et l'apixaban peuvent être utilisés jusqu'à 15 ml/minute. Ce n'est pas parce que des études cliniques, c'est basé sur la pharmacocinétique et l'accumulation d'environ 50 quand on chute ici, pas une accumulation de 100 ou 200 ou 300 et aussi sur des études d'observation populationnelle, dont des études en Europe où on peut prescrire jusqu'à 15 ml/minute depuis quelques années. Évidemment, le coumadin et les héparines non fractionnées, l'héparine non fractionnée, c'est pas important de créatine. Bon, le problème des tumeurs intracrâniennes, ça dépend vraiment où est-ce qu'on lit, puis quelle littérature on lit, puis quelle année de tout ça. Je m'en suis tenu aux recommandations pour vraiment les littératures les plus récentes parce que, mettons, l'observation clinique des dernières décennies, c'est que les gliomes, ça saigne beaucoup, puis les métastases, ça saigne moins, donc c'est dangereux d'anticoaguler ces patients-là. Il y a probablement une part de vérité là-dedans. Mais mettons que les recommandations plus modernes, par exemple dans la thrombosis hémostatique, c'est que les anticoagulants oraux directs et les héparines à voie pas moléculaire, c'est correct pour les gliomes ou les métastases qui viennent d'autres néos. C'est certainement correct même en prophylaxie, comme l'apixaban 2,5 2 fois par jour. On a vu la publication d'ailleurs où certains patients étaient inclus. C'est même OK en thérapie, mais ça, c'est une recommandation assez récente que partage Marc Carrier d'Ottawa dans une présentation qu'il a fait récemment. Mais attention, il y a vraiment peu de données. Et entre autres, quand on dit que les gliomes, ça saigne plus, que les tumeurs d'autres, que les métastases d'autres tumeurs saignent moins, il faut faire attention parce qu'il y a des tumeurs qui sont plus vasculaires, comme les hypernéphrons, les tumeurs thyroïdiennes ou les mélanomes en particulier. Puis les mélanomes sont assez... Donc, c'est des tumeurs qui sont très vasculaires. Et je pense qu'il y a une bonne conversation à avoir avec le neurochirurgien, le neurologue ou l'oncologue quand on décide qu'on anticoagule de tel patient. Et on retient quand même que les gliomes sont probablement pires en termes de segments que les métastases d'autres organes, excluant peut-être le mélanome, qui peut être vraiment méchant. Pour ce qui est des thromboses incidentielles, ça, c'est une question qui m'est fréquemment posée parce qu'on peut en trouver soit dans le cadre de douleurs abdominales, soit dans le cadre des staging de cancer ou des follow-up, puis on trouve sur des angioscans avec colorant, des C+, on trouve des choses. Alors, que penser? Alors, dans Thrombose Canada, on est arrivé à la conclusion consensuelle suivante que les thromboses fortes ou spléniques en particulier, l'anticoagulation n'est peut-être pas nécessaire s'il s'agit de phénomènes qu'on pense chroniques et qui sont asymptomatiques. C'est à peu près la seule place où j'ai trouvé un consensus qui spécifie que ce type de thrombose peut ne pas être traité. Finalement, par contre, à l'opposé, les thromboses mésentériques rénales ou cérébrales devraient être traitées, même s'ils sont incidentiels, comme s'ils étaient symptomatiques, probablement parce que ça reflète la gravité potentielle de nécrose mésentérique et de l'insuffisance rénale et bien entendu d'un AVC relié à une thrombose cérébrale. Est-ce qu'on peut parler de thrombose incidentielle des embolies pulmonaires sous-segmentaires? Bien oui, parce que dans le follow-up des cancers du poumon, on fait des scans. Et même dans les cancers abdominaux, on fait des scans, on voit la base des poumons. C'est fréquent de tomber sur des embolies pulmonaires sous-segmentaires. Et dans la particularité où les patients ont un cancer, on doit les traiter comme des embolies pulmonaires proximales
alors qu'à l'extérieur du domaine de la cancérologie, il est encore contesté et variable de traiter des embolies pulmonaires sous-segmentaires. Mais avec cancer, on les traite comme s'ils étaient symptomatiques et ou proximales. C'est pour les thromboses incidentielles. Je vous réfère à notre guide clinique sur cancer et thrombose de Thrombose Canada. Pour ce qui est des cathéters, en fait, c'est intéressant parce que je me serais attendu à ce que le consensus dise qu'on pouvait utiliser tout aussi bien des anticoagulants oraux directs que des héparines à voie pas moléculaire, mais pour l'instant, le consensus chez nos collègues canadiens de Thrombose Canada, c'est qu'en l'absence de données vraiment bonnes avec les anticoagulants oraux directs, on devrait préférer pour les thromboses sur PICC-line des héparines à voie pas moléculaire. C'est personnellement pas du tout ça que je fais. J'utilise des AOD parce que c'est tellement plus simple, c'est moins cher, c'est moins douloureux pour le patient, mais je suis malheureusement obligé de vous dire que Thrombose Canada n'est pas d'accord avec ce que je fais. On recommande des pleines doses pour les veines axillaires et proximales, mais on pourrait considérer, ça m'a un peu surpris, de considérer des demi-doses pour des thrombophlébites brachiales, céphaliques ou basiliques. Traiter des demi-doses, des doses complètes. On peut faire ça avec une héparine à voie pas moléculaire, mais c'est pas si simple à faire avec un AOD. Ça existe comme pas les demi-doses vraiment. Puis, je suis très mal à l'aise avec ça. Là, personnellement, quand j'ai affaire à des grosses thrombophlébite, par exemple basiliques, qui sont très douloureuses avec un édème du bras, je traite 3 mois comme une vraie thrombophlébite avec une dose complète. C'est une opinion personnelle, comme vous voyez, non validée par Thrombose Canada. Et la durée de traitement qui est recommandée de 3 mois ou aussi longtemps que le cathéter est en place, ce qui peut être assez longtemps, mais dépasse rarement des 3 mois dans le cas de cancer de toute façon. Problème pratique additionnel, que faire si les patients prennent des antiplaquettaires? D'abord, il faut savoir qu'il n'y a aucune efficacité additionnelle. Il n'y a pas de bénéfice. Si le patient est sous anticoagulant oral direct ou AVK, tout ce qu'on fait, c'est qu'on augmente le risque de segment. Ça, Dr. Dubois l'a bien dit, Dr. Mansour l'a bien dit, bien, je vous le répète. En termes de cancer, il n'y aura pas d'avantage antithrombotique. Donc, par exemple, si le patient récidive, on ne va pas ajouter de l'aspirine. On va augmenter le dosage de l'anticoagulant, ajouter l'aspirine va augmenter le segment, mais ne va pas augmenter l'efficacité. Puis dans les études, 13% des patients avaient des cancers, la plupart des gens avaient de l'aspirine. Donc, il y a des patients qui n'ont reçu pareil, mais ça augmente le risque de segment. Mais la plupart des études qui concernent l'aspirine et les anticoagulants ont été faites chez des patients qui n'avaient pas de cancer. Pour ce qui est de cet aspect-là, on va commenter beaucoup plus. Bon, les interactions médicamenteuses. Ça, franchement, c'est pas évident. Bon, dans le cas de la thromboembolie veineuse, l'apixaban ou les doxaban ou les rivaroxaban peuvent être prescrits parce qu'il y a des publications sur les 3 molécules. Le rivaroxaban, c'est un schéma 1 fois par jour et les doxaban aussi. La différence entre les deux, c'est que les doses thérapeutiques de rivaroxaban doivent absolument être prises avec un repas, alors que les doxaban, ce n'est pas nécessaire. Pour ce qui est de l'insuffisance rénale, il n'y a pas de différence. Tous ces médicaments-là ont des demi-vies d'à peu près 12 heures. Mais là, pour parler spécifiquement des interactions médicamenteuses, peut-être que les doxaban pourraient, à la limite, être considérés un peu supérieurs aux 2 autres molécules parce que c'est seulement la glycoprotéine intestinale qui est impliquée. Mais honnêtement, j'ai assisté à de nombreuses présentations moi-même là-dessus, puis c'est impossible de se rappeler de toutes les interactions médicamenteuses. Ça vous prend un pharmacien ou un téléphone cellulaire. Et avec votre téléphone cellulaire, vous vérifiez les interactions médicamenteuses. Mais si on avait une espèce de grosse règle générale, les patients où il y a des signaux d'alarme, c'est peut-être les patients qui ont de l'épilepsie, parce qu'il y a des interactions médicamenteuses, quoique, exactement comme le Dr. Dubois l'a dit, le Keppra, qui est très populaire maintenant, n'a pas d'interaction médicamenteuse, ne serait-ce qu'avec l'apixaban. Et les patients qui sont HIV ont de nombreux antibiotiques, des antiviraux, potentiellement des interactions médicamenteuses, mais honnêtement,
récemment, la plupart des patients que j'ai vus, ce n'était pas un problème. Mais c'est... Puis peut-être une des molécules les pires sur la planète pour les interactions médicamenteuses, c'est le rifampin, mais qu'on n'utilise pas tellement souvent. Ça, c'est vraiment plein d'interactions médicamenteuses. Mais personnellement, là, je ne veux même pas rentrer dans des tableaux en couleur sur qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Moi, j'appelle le pharmacien, puis j'utilise mon téléphone cellulaire. Parce que ça ne sert à rien, je ne peux pas me rappeler tout ça. Puis je ne m'attendrai pas à ce que des gens, après une présentation de 40 minutes, sortent d'ici en se rappelant tout ça. C'est humainement impossible. Les traitements sont un peu différents. L'apixaban, la double dose, comme vous le savez, c'est pas parce que c'est du cancer, c'est un traitement augmenté pendant une semaine par rapport au rivaroxaban, qui est un traitement augmenté pendant 3 semaines. L'édoxaban, il n'y a pas de dose de charge, donc il faut donner une héparine à bois pas moléculaire si on y tient absolument. Puis ensuite, au long terme, la dose va être diminuée pendant au moins 3 mois, là, 5 mg 2 fois par jour pour l'apixaban, puis 20 mg 1 fois par jour pour le rivaroxaban. Je termine avec les codes, parce que c'est là que ça peut se compliquer un tout petit peu. Pour ceux d'entre vous là, qui nous écoutez et êtes au Québec, pour le rivaroxaban, le code n'est pas compliqué pour la thrombophlébite dans les 6 premiers mois, mais si on veut traiter à long terme, il faut que le patient ait fait une embolie pulmonaire pour pouvoir utiliser le code CV165. Parce que si on tient absolument à donner du rivaroxaban à plus long terme, quelque contexte que ce soit, il faut remplir une feuille d'exception. L'apixaban en bas de la ligne, avant de parler de l'édoxaban en dernier, bien, le code n'est pas trop compliqué dans le sens que pour la thromboembolie veineuse, donc phlébite et embolie pulmonaire, il y a un code pour 6 mois. Mais après 6 mois, le code est différent. Le code est différent. Après 6 mois, c'est le code CV170. Mais là, il y a une complication parce qu'il y a un an, la INES-RAMQ a rajouté une ligne. Et la ligne, c'est vrai seulement pour les thrombophlébite de cause indéterminée. Mais là, la cause n'est pas indéterminée. On parle de cancer. Alors, ça complique la donne un tout petit peu. Ça fait que, vous voyez qu'il faut comme nous voyez là-dedans. Finalement, si on veut utiliser l'édoxaban, parce qu'on tient à avoir un médicament 1 fois par jour, qui saigne moins que le rivaroxaban, bien, il faut commencer par une héparine à bois pas moléculaire. Puis là, pour 1 an, on a le code CV239 et au bout d'1 an, il n'y a plus rien. Donc, il faut encore remplir une feuille de médicaments d'exception. Vous n'avez pas besoin d'apprendre ça. Vous achetez pour 5 $ à peu près l'application de code de médicaments que vous mettez dans votre téléphone cellulaire. Puis les mises à jour se font les clients. Donc, mes messages de base là, pour le cancer et la thrombophlébite en terminant, c'est qu'on devrait considérer une thromboprophylaxie si le score de Corona d'un patient qui a un cancer avec chimiothérapie, principalement, a un score de Corona donc supérieur à 2. Maintenant, ça veut dire qu'on utilise des doses préventives qui ne sont pas approuvées ni par Santé Canada pour cette utilisation-là, ni bien sûr par INES. La dose de 2,5 existe en pharmacie, mais avant 65 ans, le patient pourra la recevoir, soit il veut la payer ou il a des assurances, mais après 65 ans, le patient va devoir pour l'instant assumer le coût parce que ce n'est pas couvert. Donc, et puis le coût, c'est autour de 2 à 3 $ par jour. Le rivaroxaban va bientôt être générique, mais c'est ce que ça coûte, plus le coût du pharmacien. Il faut voir. Alors, c'est une discussion réellement au cas par cas parce qu'il n'y a encore là pas de code de l'RAMQ. Donc, on est un petit peu pour l'instant comme off-label, même si c'est des publications qui sont récentes et qui sont solides. Maintenant, pour le traitement de la thrombophlébite, les anticoagulants oraux directs sont préférables au HBPM, aux héparines à bois pas moléculaires, principalement pour les cancers autres que de la sphère gastro-intestinale ou génito-urinaire. Mais ça aussi, c'est une discussion avec le patient, parce qu'une injection à 12 $ par jour, ou 8 ou 10 ou 12 $ par jour qui fait mal pendant 3 à 6 mois, par rapport à une pilule par la bouche de 3 $, c'est à discuter avec le patient. Du génito-urinaire, bien, un saignement des urines qui deviennent rouges, c'est assez facile pour le patient de le dépister.
C'est une discussion avec le patient et même le gastro-intestinal, ça dépend. De telle façon que, vu que ces anticoagulants-là ne donnent pas d'augmentation de segment au niveau cérébral, on parle aussi de segment gastro-intestinal ou génito-urinaire. Même pour ce type de patient-là, personnellement, j'en discute avec le patient avant de les embarquer dans des injections, comme je fais depuis plusieurs années. Mais la gestion des cas particuliers que j'ai vu l'an dernier, en résumé, là, diffère peu, comme vous avez pu le constater, qu'il y ait ou non de cancer. Parce que le choix des HBPM, des AOD, dépend dans le fond du type de cancer, du risque de segment de patient qu'on vient de voir, peut-être de la créatinine, quoique dans les deux cas, ça s'accumule dans les sens rénales. Les interactions médicamenteuses, il y en a plus clairement avec les AOD qu'avec les HBPM, mais en général, on peut s'en tirer. Mais il y a une discussion avec le patient, en particulier quand il est question de prévention primaire, parce que là, on va très probablement rajouter un coût au patient qui sera, dans beaucoup de cas, non couvert par la prévention. Si vous cherchez de l'information, allez sur notre site de Thrombose Canada parce qu'on a des guides cliniques mis à jour sur une base annuelle. Et vous pouvez, plus spécifiquement pour le cancer, aller très simplement sur le site de l'ISTH ou sur le site mondialement reconnu de l'ASCO, l'American Society of Clinical Oncology, qui met à jour assez souvent ses recommandations. Et la dernière pour le cancer est quand même récente, c'est 2019. Et l'ISTH, c'est 2019 aussi. Ça, c'est avant la publication de Caravaggio, mais Caravaggio vient juste comme conforter ce qui avait déjà été décidé l'année passée. Donc, les évidences sont en train de s'accumuler favorablement pour utiliser des AOD assez souvent, finalement. Je vous remercie. Merci, Dr. Roussin. On va passer à la période de questions. Je ne sais pas dans la salle ici s'il y a des questions parmi les participants en salle. Non. Sinon, on va passer aux questions de l'auditoire sur Zoom. Donc, une première question ici, est-ce acceptable de faire la prophylaxie dans les dossiers de clients ayant des métastases ou de patients ayant des métastases? Plus les patients sont en cancer avancé, plus la prophylaxie va leur être utile. Puis d'ailleurs, il y a le score de Corona, quand il est calculé, on a pu constater, comme je vous l'ai démontré, que quand il est de 3 ou plus par rapport à 2, le bénéfice augmente. Alors, la présence de métastases est même une meilleure indication parce que le patient est à plus haut risque. Maintenant, si les métastases sont cérébrales, il faudra voir quelle sorte de cancer il s'agit. Si c'est un mélanome, il va y avoir une discussion avec l'oncologue sur le risque-bénéfice à cause de l'augmentation potentielle de segment cérébral. Mais si on avait à généraliser, plus un patient est malade, plus il est métastatique, plus son incidence de thrombophlébite est élevée, plus il va bénéficier, parce que le risque relatif de protection est le même, puis le risque absolu va augmenter. Parce que son risque absolu métastatique par rapport à non métastatique, cancer du pancréas, on passe de 5 de thrombophlébite non métastatique à peut-être 20 métastatique. Vu qu'on baisse tout ça de moitié avec les anticoagulants, on a plus de bénéfices. OK, merci. Chez les patients avec saignement de source colonique, est-ce que vous évitez les anticoagulants oraux et chez les AOD et chez les patients avec maladie inflammatoire de l'intestin, par exemple une colite ulcéreuse, est-ce que vous êtes à l'aise aussi avec les AOD? Oui, je vais surprendre certains de mes collègues, mais les segments digestifs sont surtout au niveau de la sphère digestive supérieure dans les études plutôt que la sphère digestive inférieure. Mais c'est quand même du cas par cas parce que c'est pas spécifiquement nécessairement mortel un segment digestif, surtout inférieur. Alors, pour un cancer du côlon, qui va recevoir en général du 5FU et autres quantités resséquées, honnêtement, ça ne me fait vraiment pas tellement peur. C'est une discussion avec le patient. Pour les maladies inflammatoires de l'intestin, je vais consulter le gastro-entérologue. Honnêtement, c'est assez rare qu'on le voit, cette association-là. Statistiquement, c'est rare.
Puis si le patient ne saigne pas, ben je vais en donner. Puis je vais faire juste attention. Les patients, en général, avec ces maladies-là, surtout s'ils ont déjà saigné, sont capables de le reconnaître. Je vais peut-être demander une formule sanguine plus fréquemment. Mais honnêtement, c'est une association que je n'ai pas rencontrée si souvent. Mais ça ne m'empêcherait pas, parce qu'un cancer digestif inférieur, c'est moins pire que supérieur, parce que du sang dans les selles rouges, c'est facile pour un patient de le dépister. Donc, discute avec le patient, tu as une pilule à 3 $, tu as des injections à 15 $. Est-ce que vous voulez regarder s'il y a du sang dans les selles, monsieur ou madame? La personne dit certainement, je vais regarder. OK, vous avez la pilule à 3 $. Si vous saignez, vous m'appellerez, je vous passerai aux injections. Ce n'est pas parce que les patients ont une HBPM qu'ils ne vont pas saigner, là. Ça saigne pareil, c'est juste que les AOD saignent plus parce que les anticoagulants oraux, ils passent dans la sphère digestive. Il y a probablement une action anticoagulant locale avec les AOD que tu n'as pas avec les HBPM. Par conséquent, non, ce n'est pas une contre-indication. On va la mettre dans la catégorie des contre-indications relatives. Parfait. Ici, on demande si on est après le premier mois d'une TVP avec thrombopénie, on suspend l'anticoagulant jusqu'à remontée naturelle des plaquettes ou bien on transfuse des plaquettes? Ouais. Le premier mois, on transfuse des plaquettes, mais ce n'est pas des études, c'est des opinions d'experts. Le deuxième et le troisième mois sont aussi considérés dans la période de récidive à risque élevé, mais moins que le premier mois. Là, ça dépend jusqu'où sont les plaquettes. Moi, n'importe quoi qui est en haut de 40, 50, je vais continuer la pleine dose d'anticoagulation. Le 50, c'est comme une limite, mais comme vous le savez, les plaquettes, ça peut changer assez rapidement, puis ça va dépendre pourquoi les plaquettes ont baissé. Puis tu peux demander, je demande à l'hématologue ou l'oncologue quand est-ce qu'il s'est prévu de remonter. Ben, c'est tout relié très exactement à la chimiothérapie, la date et la dose. Alors, pour moi, c'est en général presque jamais un problème. Et puis, c'est rare que je vais arrêter. Maintenant, si on est rendu pour être plus précis avec la question, si on est au deuxième, troisième mois avec des plaquettes basses, qui sont vraiment basses, à la limite, si c'est une grosse embolie pulmonaire, transfuser 5 ou 10 unités de plaquettes. Je vais le faire. Mais si c'est une thrombophlébite distale, on est rendu deuxième, troisième mois, plaquette à 40 000, puis on prévoit, c'était il y a 10 jours la chimiothérapie, on prévoit que ça va remonter. On va peut-être sauter, c'est la beauté des anticoagulants oraux directs. Donc, je vais peut-être sauter quelques doses le temps que ça remonte. Parfait. Ici, on a, si une patiente a une embolie pulmonaire avec un gliome, est-ce que vous allez l'anticoaguler ou privilégier le filtre dans la veine cave inférieure? Jamais le filtre dans la veine cave inférieure parce qu'il va probablement thromboser. Il y a tellement peu de bénéfices. On va augmenter le nombre de phlébites. Dans les études sans cancer, c'est vrai qu'on réduit les embolies pulmonaires, mais les études avec cancer, ça n'a pas été démontré, puis ça ne change rien à la mortalité. Ce qui fait qu'avec gliome, c'est une discussion avec le médecin. En général, la décision, c'est qu'on anticoagule quand même, qui est la méthode préférée de traitement de la thrombophlébite avec quelqu'un qui a un gliome. Mais c'est ça, je discute de ça avec le neurochirurgien d'habitude. Mais la plupart du temps, c'est OK pour l'anticoagulation. Mais pas de filtre. Les filtres, c'est pas compliqué. C'est comme en médecine vasculaire standard. Les filtres, c'est pas des thrombophlébite proximales ou embolie pulmonaire majeure où il y a une contre-indication absolue à l'anticoagulation. Des plaquettes basses, c'est pas une contre-indication absolue, c'est relatif parce qu'on va en donner puis ils vont remonter. Ici, j'ai une question sur les cas de thrombose mésentérique asymptomatique. Est-ce qu'on les traite? Puis si oui, est-ce qu'il y a un ACO qui est meilleur que les autres? Moi, je me suis posé la question. Pour ça, j'étais content de voir le Thrombose Canada parce que ça m'a simplifié la vie. Je me dis, bon, si mes collègues de Thrombose Canada disent qu'on traite les thromboses mésentériques, je vais arrêter de fouiller toute la littérature parce que la réponse n'est pas simple. J'aurais eu tendance personnellement à répondre qu'une thrombose mésentérique, ça me fait peur parce qu'une nécrose mésentérique, c'est extensif, c'est un problème, ça peut être mortel. De telle façon que moi, je les ai toujours traités. Mais là, Thrombose Canada dit aussi de les traiter. Alors, on les traite. Parfait. Ici, chez un patient avec une néoplasie quelconque, 17 à 20 de filtration glomérulaire et une TVP, traiteriez-vous avec un AOD pleine dose? Ah oui. Maintenant, les évidences sont suffisantes dans ma tête pour que le patient puisse bénéficier d'un traitement simple et pas cher
Donc, jusqu'à 15 ml/minute, je prescris facilement de l'apixaban ou du levaroxaban. Si j'ai un commentaire d'un participant qui dit « Avant avril, on préférait l'héparine à poids moléculaire au NACO pour tous les cancers gastro-intestinaux hauts ou bas, y compris le pancréas. L'étude sur l'apixaban publiée dans le New England en avril incluait les cancers du côlon et du pancréas et se montrait au moins aussi efficace que l'héparine à poids moléculaire. Alors, utilisez-vous l'apixaban en traitement des TEV dans les cancers coliques et pancréatiques? » Oui. Mais ce qui a été publié, les sous-groupes ne sont pas publiés. C'est que les sous-groupes de Caravaggio, aujourd'hui, le 18 septembre, on n'a pas le breakdown complet des sous-groupes. On l'attend à l'automne. Mais ce que l'on sait actuellement, quand on regarde les recommandations, c'est toujours des considérés, des privilégiés, c'est comme des choix. Et donc, j'ai un faible pour des traitements simples et bien tolérés par les patients. Alors, personnellement, j'essaie de voir si on ne peut pas simplifier la vie de ces patients-là qui ont déjà une vie complexe. J'essaie de prescrire un anticoagulant oral direct. Ça m'en prend pas mal pour ne pas leur en donner. Et ce n'est pas parce que c'est un cancer gastro-intestinal ou un cancer du pancréas ou un cancer du côlon là, que je vais me fermer à ça, là, puis je vais devenir dichotomique, dire ça c'est du gastro-intestinal, je m'en vais faire un HVPM. Non, je ne raisonne pas comme ça. Je pense que c'est quand même une zone grise, puis qu'il y a des patients qui ont peut-être un cancer de l'estomac, qui viennent d'être opérés ou qui ont un cancer du pancréas. OK, ils reçoivent des traitements qui peuvent affecter la muqueuse. Peut-être, mais s'ils prennent un bloqueur de la pompe à protons, puis s'ils ne sont pas en train de saigner, je ne suis pas convaincu que les HVPM sont obligatoires dans cette situation-là. Ils sont préférables dans les consensus. Ce n'est pas une obligation, c'est une discussion avec le patient. Ici, on demande quelle est la durée d'un traitement d'une thrombophlébite profonde proximale en colite ulcéreuse active chez un patient âgé. Le traitement initial, c'est 3 mois. Et quand on regarde l'ancien consensus du CHEST 2016 de l'ACCP, le traitement à long terme d'une thrombophlébite, là, je vais parler de la colite ulcéreuse parce que c'est thrombogénique, mais maintenant qu'on considérait que c'est une thrombophlébite idiopathique, après 3 mois, les recommandations du CHEST, c'était de ne pas poursuivre nécessairement à long terme si le patient était à risque de saignement. Alors, la question, c'est est-ce que le patient colite ulcéreuse est à risque de saignement? Peut-être pas. Il peut être actif, mais s'il est actif et il saigne, là, je comprends. OK, là, c'est un problème. On va s'arrêter à 3 mois. Même à la limite, s'il saigne tant que ça, c'est une indication de filtre, ça. Mais donc, quand les patients sont à risque élevé, le traitement à long terme, il y a du pour et du contre. C'est pour ça que les recommandations du CHEST, c'était à 3 mois, ça c'est le nécessaire pour tous les patients, puis on évalue. Si le risque de saignement est léger à modéré, on continue à long terme. Puis si le risque de saignement est élevé, on considère l'arrêt. Mais si on considère l'arrêt, ça veut dire qu'on accepte un risque de récidive annuelle la première année de 10 un risque annuel par année subséquent de 5 par année. Puis ça, c'est vrai dans la thrombophlébite idiopathique, c'est encore plus vrai dans le cancer. Donc, c'est qu'on accepte ce chiffre-là. Mais on peut accepter ça. On peut accepter un chiffre de récidive de 10 Maintenant, la colite ulcéreuse, c'est une maladie thrombogénique. Plus que la maladie de Crohn, mais regroupons les maladies du côlon inflammatoire. Ce sont des maladies qui sont en soi un peu thrombogéniques, qu'il y ait ou non un saignement. Donc, ces patients-là, ils méritent certainement, s'ils font une phlébite, d'être traités parce qu'ils sont à risque thromboembolique élevé de par leur maladie. Ils sont aussi à risque de saignement plus élevé à cause de la maladie, mais il faut peser. Mais en général, on va vers le traitement plutôt que de s'abstenir. On essaie de couper les saignements. Mais je trouve que les gastroentérologues de nos jours font une super job là, parce que des colites ulcéreuses qui saignent, là, à phase aiguë peut-être, mais nos amis gastroentérologues font des bonnes jobs, puis la plupart des patients, ils arrêtent de saigner. Là. C'est très rare que je vois des colites ulcéreuses, thrombophlébite qui sont en train de saigner. Là. Je ne vois pas ça. Je vois des colites inflammatoires super bien contrôlées. C'est la grande majorité de mes patients qui font des thrombophlébite pour d'autres raisons, probablement même pas à cause de leur maladie inflammatoire. Ici, on demande pour les thromboembolies veineuses, embolies pulmonaires associées au cancer et traitées avec apixaban. Vous sentez-vous à l'aise de diminuer la dose à 2,5 après 6 mois de traitement ou poursuivez-vous à la pleine dose?
Ouais, ça, c'est la question. Parce que on est obligé, avec l'Apixaban, de baisser à 2,5 deux fois par jour. Bon, mais je le fais. Mais là, ça me prend un patient qui n'est pas trop malade sur le plan thromboembolique. Parce que c'est un problème. Parce que là, cette dose-là n'a pas été étudiée dans le cancer. Puis Santé Canada ne nous a pas donné l'alternative de garder le 5 deux fois par jour. On n'a pas le droit. On est obligé de baisser à 2,5 deux fois par jour. Puis il y a le cas de la RAMQ qui vient avec ça. Puis, de toute façon, le cas de la RAMQ ne marche plus après un an parce que ce n'est pas une thrombophlébite primaire. Alors, si le patient a une maladie métastatique importante, mais plutôt un cancer, parce que ce que je vois, là, c'est des cancers de l'ovaire métastatiques qui vont mal, OK? Est-ce que je vais le diminuer à 2,5 deux fois par jour? Oh, merde, j'aime pas trop ça. Alors, je suis obligé, entre guillemets, de retourner à la dose de Xarelto, de Rivaroxaban, la pleine dose de 20 mg, parce que c'est... Mais là, le problème, c'est que le patient doit avoir un embolie pulmonaire pour avoir le code. Alors, je demande à la patiente si elle a déjà toussé ou si elle a déjà eu un petit essoufflement. Et si la patiente répond oui, je présume que comme 50% des thrombophlébite, elle a fait un embolie pulmonaire qui a passé inaperçu. Et donc, je lui propose du Xarelto parce que là, j'ai accès à une pleine dose d'un anticoagulant oral direct. Je fais ça assez peu souvent. Mais je me rappelle dans un débat qu'on avait eu avec d'autres collègues de Thromboscandia à un moment donné. Et puis, j'avais présenté ce point de vue-là. Puis mes collègues étaient d'accord avec cette attitude où les gens sont un peu mal à l'aise avec la 2,5 deux fois par jour chez des patients à super haut risque thromboembolique. Mais ça nous oblige à retourner au Xarelto. Ici, on demande, je vais là-dessus dans le même domaine. Là. Ici, il y a une question qui ressemble un peu à celle que je viens de vous poser. Dans le cas où un patient a atteint du cancer est admis pour une embolie veineuse ou un embolie pulmonaire, plutôt une thrombophlébite profonde, et qu'on débute un héparine à bois moléculaire, si on aimerait changer pour un AOD, comme le Rivaroxaban ou l'Apixaban, seriez-vous d'avis de refaire le loading au complet, c'est-à-dire un schéma BID, ou de soustraire la durée du loading selon la durée de l'héparine à bois moléculaire déjà reçue? C'est une bonne question. Si c'est le Rivaroxaban, on est un petit peu mal pris parce que c'est la durée du loading, c'est 3 semaines. Alors, si le patient a reçu pendant sa première semaine d'hospitalisation son HBPM seulement une semaine, je recommencerai le loading. Et vu que le code de l'ARMQ paye pour les 3 premières semaines pleine dose, entre 2 semaines puis 3 semaines, je vais faire le plein traitement. Mais si le patient est à risque de saignement, ça va m'achaler un peu de faire ça. De telle façon que je vais plutôt aller à l'Apixaban. Mais l'Apixaban, c'est la même chose. Le code de l'ARMQ implique une dose de charge pendant une semaine. Puis, honnêtement, je vais la faire. En général, pour pas que ce soit compliqué, que ce soit légal, conforme, pas de problème. Mais si la personne me dit, moi, je vais aller direct au 5 deux fois par jour d'Apixaban, je dirais OK, parce qu'il y a eu une HBPM pendant une semaine. Mais j'aime pas trop m'éloigner des indications des monographies dans des patients qui sont hautement thrombogéniques. Et puis, on pourrait argumenter que l'HBPM pendant une semaine, c'est pas une dose de charge, c'est une dose standard. La dose d'Apixaban, 10 mg 2 fois par jour, le Xarelto, 15 2 fois par jour pendant 3 semaines, c'est des doses plus élevées parce que les patients ont des caillots, c'est pas comme la fibrillation auriculaire. Alors, j'aime bien, moi, l'idée des doses de charge. Mais je constate que là, on tombe dans l'empirisme un tout petit peu. Parce que, par exemple, si on donnait du Lixiana, de l'Edoxaban à ce patient-là, là, on passerait direct à ça. Parce qu'on prendrait notre HBPM pendant une semaine, on passe aux 60 mg une fois par jour, ou 30 si la clearance est entre 30 à 50, aux 60 mg de Lixiana avec le code CV, je pense que c'est 239, peu importe, pendant un an. Puis là, il n'y a pas de dose de charge. Alors, si on le fait avec l'Edoxaban, pourquoi on ne le ferait pas avec l'Apixaban? Pourquoi on ne le ferait pas avec l'Edoxaban? Ouais, je ne peux pas défendre ça trop. Mais moi, j'aime ça sur les monographies, mettons, quand les patients sont très thrombogéniques. J'aurais donc, en résumé, tendance à donner des doses de charge. Mais je comprends quelqu'un qui ne le ferait pas, parce que les Doxaban, ils font bon. Ici, on a une question sur le cancer demeure actif après 6 mois de traitement d'une thrombose. Est-ce qu'on poursuit le traitement? Si le cancer est...
Bon, on poursuit. Le traitement, c'est empirique. Bon, toutes les études en cancer, c'est presque toutes des 6 mois, des 6 mois, des 6 mois. Des études à long terme, il y en a pour l'instant assez peu. Et ce qui est recommandé par les experts, par l'ISTH, Thrombose Canada, c'est de traiter 6 mois après que le cancer est traité s'il n'est pas extensif ou métastatique. 6 mois. Bon. Est-ce qu'on peut traiter plus longtemps? Ça dépend. Malheureusement, chez beaucoup de patients, ils sont en cycle de chimio, observation, incertitude sur la récidive. Alors, il y a beaucoup de patients qui sont traités 12, 18 mois et plus parce qu'on n'est pas sûr qu'ils sont guéris depuis 6 mois. Mais ceux qui le sont, c'est des exemples faciles. Les côlons, prostate, sein. Ces patients-là, quand ils sont opérés à un stade assez précoce, qui ont eu leur chimio, radio, tout ça, souvent, ils sont, en guillemets, comme guéris. Cancer du sein, c'est sûrement le meilleur exemple. Ça fait qu'après 6 mois, tout va vraiment bien, j'arrête. Cancer de la prostate, tout va vraiment bien, j'arrête. Puis ça, c'est des cancers fréquents. Mais quand on tombe dans les cancers, l'ovaire, l'estomac, le pancréas, là, ça, c'est franchement des cancers. Les patients, malheureusement, on les voit souvent, ils reviennent. Un cancer d'ovaire métastatique guéri, là, oh boy, c'est dur de trouver des patients comme ça, malheureusement. Ces patients-là, on va continuer le traitement. Mais ça devient des cas particuliers parce que ça va souvent mal. Ici, je vais essayer de faire une couple de questions plus rapides là, pour terminer dans le temps. Un patient qui a un néo de la prostate métastatique en cours de chimio, quelle est la durée du traitement? Là, on est en train de parler de prévention primaire. Ça serait comme un minimum. La recommandation actuelle, c'est comme 6 mois après le début de la chimio. Si on parle qu'il y a une thrombophlébite, ben ça va être un 6 mois après que la maladie. On traite tout le long du traitement, puis après ça, un autre 6 mois. Le chiffre 6 mois est un peu le chiffre magique ici. Alors, en prévention primaire, on recommande 6 mois. C'est pour ça que j'ai montré à diapo les recommandations du sous-comité de l'ISTH. C'est 6 mois en prévention primaire, mais en prévention secondaire aussi, après le traitement initial. Ici, on demande, est-ce que vous êtes d'accord avec le Rivaroxaban qui semble être le choix le plus pratique pour le patient sous régime avec la Régie d'assurance maladie du Québec avec la fonction rénale standard et qui nécessite un traitement à long terme d'une embolie pulmonaire et du cancer? Oui. Ça, c'est le meilleur code. C'est pas parce que c'est la meilleure décision, mais c'est le meilleur code. Parce pour l'instant, la ranculinaise n'a pas rajouté une ligne comme ils ont fait pour la l'apixaban. Le code, c'est pour embolie pulmonaire à long terme, répétable aux 12 mois. Il n'y a pas cancer, idiopathique, pas idiopathique. Mais c'est pour l'embolie pulmonaire. Alors, s'il s'agit d'une thrombophlébite, on est un petit peu mal pris. L'apixaban, on est aussi mal pris parce qu'il faut que ça soit idiopathique. Alors, oui, je suis obligé de répondre que le Rivaroxaban va être le meilleur et ou le seul choix pour une thrombophlébite à long terme, post-néoplasie, mais en autant qu'il y a une embolie pulmonaire pour le justifier. D'où l'importance d'aller chercher des symptômes. Ici, on demande chez les patients qui sont en dialyse, est-ce que vous avez la même approche ou y a-t-il une approche différente par rapport au NOAC? Ouais. Michel, qui est à côté de moi, serait bien mieux pour répondre. Là. Au moins, on peut descendre jusqu'à 15 minutes. Là, il y a ça. Aux États-Unis, on utilise l'apixaban en dialyse. Ça, c'est le genre de discussion que j'ai avec le néphrologue. C'est tous des cas particuliers. Parce qu'il y a une accumulation, sûrement en bas de 15 minutes, l'accumulation est plus grande qu'en haut de 15 minutes. Mais ça serait une discussion avec le néphrologue, à savoir si je vais vraiment être obligé de prescrire du Coumadin aux patients. J'aime pas ça, faire ça, parce que je préfère les anticoagulants oraux directs. C'est plus facile à suivre, les patients saignent moins, puis il y a moins d'hémorragie intracérébrale. C'est un traitement, les anticoagulants oraux directs, tous les conférenciers disent il y a 2 fois moins d'hémorragie intracérébrale. Il faut vraiment faire exprès pour traiter avec du Coumadin. On vient de doubler le risque de saigner dans le cerveau, ce qui est presque la pire affaire qui peut arriver à un individu.
pas en mourir. Ce qui fait que ça me prend des bonnes raisons pour presser du Coumadin, mais ces cas-là, qui heureusement sont rares dans mon expérience, je parle au néphrologue. Parfait. Ici, peut-être une dernière. Chez les patients avec embolie pulmonaire aiguë ne pouvant pas être anticoagulés, le filtre est indiqué. Certaines sociétés, dont Thrombose Canada par le passé, ont suggéré de faire un Doppler des membres inférieurs et de considérer ne pas mettre de filtre si pas de thrombophlébite. Qu'en pensez-vous? Oui, je sais, c'est intéressant ça, parce que c'est pas evidence-based, mais ça représente l'opinion canadienne. Nos experts canadiens n'aiment pas les filtres dans la veine cave inférieure parce que les médecins au Canada, on ne fait pas d'argent à poser des filtres. Aux États-Unis, on fait de l'argent quand on pose des filtres parce qu'on charge aux patients et l'hôpital est content. Donc, les experts canadiens jugent que les preuves les preuves d'efficacité des filtres en partant ne sont pas très bonnes. Quoiqu'il y a une étude récente en trauma que je n'ai pas lue, qu'on me dit favorable aux filtres, donc je vais réserver mon opinion. C'est un intensiviste qui, il y a 2 semaines, va raconter ça, mais je n'ai pas lu l'article. Thrombose Canada juge qu'il faudrait au moins savoir s'il y a une thrombophlébite parce que le filtre, on le pose pour éviter qu'une thrombose parte des jambes pour aller au poumon. Et si on n'en trouve pas, pourquoi poser le filtre? C'est ça le raisonnement de Thrombose Canada. Parce que la thrombose pourrait venir des bas, c'est rare. Pourrait peut-être venir du bassin, c'est rare. Normalement, les embolies pulmonaires viennent des jambes. Et si tu fais un Doppler bilatéral négatif, moi, je dirais que si le patient est dans une zone intermédiaire, peut-être ça peut être utile, mais je n'utilise pas ce critère-là. Quand un patient fait une embolie pulmonaire importante, puis qu'il y a une contre-indication absolue à l'anticoagulation, pour moi, c'est une indication de mettre un filtre. Qu'il y ait ou non un thrombus, parce qu'on n'en a peut-être pas au moment où on le voit, mais si le patient est présenté une embolie pulmonaire, c'est parce qu'il y en avait un thrombus. Donc, il va peut-être en avoir un autre. Personnellement, je pose un filtre. Mais mes collègues canadiens ouvrent la porte à ne pas le faire. Ça, aux États-Unis, là, c'était hérétique, cette affaire-là. Aux États-Unis, tu poses un filtre et tu le charges au patient.